Salut, j'espère que vous allez bien à la maison. Bon dimanche et merci d'être là encore une fois pour cette toute nouvelle édition de Pour votre information. Mariko, qui sera parmi nos invités, jeune autrice, compositrice, interprète, viendra nous parler de sa quête artistique. Gabriela Rodriguez et David Tremblay, eux qui sont de Action 50+, organisme pour les 50 ans et plus. Lucie Lachapelle, elle qui est solidaire des Autochtones depuis plus de 50 ans, autrice d'un livre sur le sujet. Lorraine Desmarais, c'est une pianiste de pointure internationale qui vient nous présenter son plus récent album, de même que son prochain spectacle qu'elle va offrir le 17 avril en territoire lavallois. Sandra Blair également nous fera découvrir l'organisme Les Petits Frères de Laval. L'artiste aussi qui a 25 millions d'écoutes sur les plateformes numériques, Aswell, est auteur d'un album vraiment très intéressant. Aussi à surveiller Sylvie Tifo qui vient nous parler des couples en général, vraiment comment s'assurer d'être complètement heureux avec notre partenaire de vie. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler du plus récent Ghostbuster. Aussi Martine Larose, à quelques heures de la première de Survivor Québec, elle qui était de la saison 1, sera là pour nous parler des dessous derrière les caméras. Et tout d'abord, Sophia Yanantuano, qui est courtière immobilière. Eh bien, on discute avec elle du processus de vente d'une maison. Bonne émission. Avec cette nouvelle saison, le beau temps, le temps chaud, les projets de rénovation et l'envie de vendre votre maison, je suis certain, vient à votre esprit. Et comment vendre rapidement au meilleur prix les courtières immobilières. Et une fois par mois, ou à peu près, elle vient nous voir. Je suis très content de l'accueillir. Salut Sophia Yanantuano. Bonjour Alex, ça va bien? Merci. Certainement, toi? Ben oui, ça va super bien. Évidemment, c'est cette envie peut-être pour certains qui nous regardent de vendre, de commencer peut-être même à y songer. Oui. Quelle est peut-être cette porte d'entrée pour avoir la bonne astuce? Bien, c'est une excellente question parce que justement, souvent, quand je vais visiter des maisons, les gens ils disent je veux mettre ma maison à vendre. Je dis parfait, let's go, je vais faire une petite tournée de la maison. Puis là, ils m'expliquent leur projet de rénovation majeur. Donc là, je les regarde, puis c'est moi qui mets les freins. Puis je dis wow, on va faire une petite liste de qu'est-ce que je vous recommande de faire avant la mise en marché. Mais c'est rien d'énorme. C'est ça. Donc, on parle de travaux ou de choses à faire qui ne nécessitent pas des milliers de dollars là, très souvent. Puis pour que quelques dollars, ça peut nous aider. Tant que ça, à faire, faire augmenter de façon significative la valeur de la maison à ce point-là. Oui, parce que qu'est-ce qui arrive en réalité? Toutes les choses qui sont comme primordiales, ça ne coûte pas toujours très cher. La première chose, c'est votre temps. Quand on rentre dans une maison, c'est très important qu'elle soit propre. Oui. Non, mais ça demeure peut-être banal, mais c'est un incitatif. Je veux dire, c'est un peu une base. Là, oui. C'est incroyable. Quand la maison, elle est propre, même si elle est âgée, même si elle est, comme on dit, vintage, en voulant dire qu'elle est ancienne, la propreté joue un énorme rôle dans la séduction de la maison. Oui, parce que les gens ne se projetteront pas vivre dans la maison. Puis ils ne voudront même peut-être pas faire le tour de la maison. Dès dans l'entrée, dans le vestibule, ils vont vouloir rapidement peut-être faire le tour sans regarder non plus. Exact. Ils vont rester polis. Exact. Je vous dirais que la plupart des visiteurs ils restent polis, mais c'est sûr que si la maison elle est sale, c'est comme pas très encourageant de faire le reste de la visite. Puis il y a une autre chose qui coûte pas cher. Donc si on dit qu'on va faire un bon ménage, c'est notre temps qu'on investit, c'est très important. Et la deuxième chose qui coûte rien, c'est de désencombrer la maison. Oui. Souvent, on arrive, oui, même, on va parler de centriste tantôt, mais quand que les photos sont prises, puis il y a plein de cadres, il y a des bibelots de tous les voyages que les occupants ont fait, bien, ça fait qu'elle est trop personnalisée, la maison. Donc, les gens qui viennent visiter ne peuvent pas s'imaginer vivre là. Mais c'est un élément important que tu soulèves là. Puis surtout que quand souvent on visite sur le web, on fait nos recherches, si on a un quartier en tant que tel qu'on veut aller vivre, on va aller voir sur Centris des plateformes du même genre. C'est comme le Tinder. C'est le Tinder du domaine des maisons. Non, mais on va se le dire comme ça. Puis l'attrait extérieur. Oui. Parce que ça aussi, le tape à l'œil pour inciter les gens à entrer, la visiter, ça a une grande incidence. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer les choses? OK. Déjà, une autre chose qui ne coûte rien, qui est très important, c'est la propreté de la porte d'ouverture, la porte d'avant. Souvent, on arrive, il y a encore des fils d'araignée, les deux fixtures qui sont à l'extérieur
on les lave comme il faut. Les fenêtres. Les fenêtres, tu sais, c'est les essentiels. Puis aussi, si c'est l'été, puis on a des visiteurs qui s'en viennent, bien, s'assurer que, tu sais, les plates-bandes sont quand même propres. Ton gazon. Ben, ton gazon, ça, c'est le moins. Mais il y a plein de petits trucs qu'on peut faire qui ne coûtent pas rien. Donc, tu sais, de l'extérieur, quand on passe en avant de la maison, on attend, on sonne la porte. Bien, assurez-vous que ça soit propre. Peut-être un petit tapis extérieur qui est propre, qui est nouveau, qui ne date pas de là 4 ans, qui a passé l'hiver dehors. Donc, c'est toutes des petites choses que je reviens à dire que même si la maison n'est pas jeune, bien, c'est pas grave. Au moins, elle est propre, elle est accueillante. Au pire, vole les fleurs du voisin, puis à la maison, sur ton balcon, tu en auras un peu. Mais non, mais de façon plus sérieuse, d'effectuer aussi les réparations, les mises à jour. Qu'est-ce que tu entends par là, là? OK. Des fois, on arrive dans la salle de bain, on fait les visites, puis on voit que la salle de bain, peut-être, n'est pas vraiment actualisée. Mais tu sais, c'est sûr que même quand l'inspecteur il vient, s'il y a des fuites d'eau en dessous qui n'ont pas été réparées, vous savez que la salle de bain, le lavabo à droite, il coule, puis vous avez une petite bolle qui est là depuis 3-4 ans, puis vous ne l'avez pas réparée. C'est sûr que ça n'inspire pas confiance. Même chose dans la cuisine, tu sais. Donc, on s'assure que les robinets fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de l'eau qui coule, il n'y a pas de réparation majeure à faire, à moins qu'on l'aille déclarer. Et ensuite, aussi dans les cuisines, les places qui sont plus achalandées, donc le tiroir qu'on utilise à chaque jour. Les ustensiles, par exemple, de la coutellerie, là. Exactement. Donc, assurez-vous que même à l'intérieur dans l'espace cuisine, que c'est bien rangé. Prenez le temps avant de faire la mise en marché, que ça soit propre. Les choses que vous commencez déjà à épurer. On dirait que ça l'appelle aussi comme... Il y a un ménage du printemps qui se fait d'habitude. Exactement. Là, donc, Puis achetez-vous une petite teinture. Donc, si vous avez les armoires, bien, si c'est brun puis c'est chippé, qu'il manque des petits bouts, bien, prenez des petites retouches. Il y a des kits qui se vendent, même au Canadian Tire, qui sont comme super... C'est facile dans ce temps-là, tu sais, pour faire matcher la couleur. Donc, faites les petites retouches nécessaires. Peut-être juste changer les poignées. Déjà, ça fait une différence. Donc, il y a beaucoup de petits trucs qui coûtent pas cher parce que si on dit, chérie, la céramique, elle est des années 70, on la change. Non, on ne change pas de céramique. Ça coûte cher. Puis peut-être que la céramique que vous allez choisir, bien, les acheteurs potentiels, ça ne les intéresse pas du tout. Exactement. Oui, puis même que ça va peut-être même faire en sorte aussi que de toute façon, nous devrons changer. Tu sais, des fois, il y en a qui vont se porter acquéreurs, ne trouveront pas beau ce qu'on a choisi d'y mettre et ils vont devoir changer, vont comme faire le compromis de dire hey, je vais quand même acheter la maison, mais je vais quand même changer ce que la personne a peut-être mis, par exemple, un nouveau plancher flottant qui n'est pas à notre goût ou une couche de peinture, une couleur pour une chambre à coucher qui n'est peut-être pas adéquate non plus. Puis d'ailleurs, ça paraît peut-être banal, mais j'entends des histoires de courtiers que je connais aussi autour de moi, puis ils me disent à quel point le choix des couleurs est tellement déterminant aussi dans le fait que les gens vont être, excusez l'espagnol, mais turning off si jamais c'est pas une bonne couleur. Est-ce que le blanc demeure toujours? C'est classique, ça demeure une des meilleures idées? Oui, absolument. Je vous dirais que les deux places à investir, si vous avez un comptoir dans votre cuisine qui est vraiment comme, tu sais, il a vraiment fait son heure, bien là, oui, peut-être ça vaut la peine de mettre un comptoir qui va être neutre. Puis l'investissement second qui coûte le plus cher, définitivement, pour aller maximiser le prix de la maison, c'est tout ce qui est peinture. Il faut absolument mettre des couleurs neutres. Même si vous adorez le Bourgogne, le turquoise, le vert lime, le orange Santa Fe, oui, c'est des couleurs riches quand on le vit, mais sur Centris, quand on voit des murs qui sont expressifs, les gens, ils sont inconsciemment, sont pas attirés à ça. Ouais. Le rose flash. Non, il y a de ces couleurs qui vieillissent mal. Oui. Mais ça vieillit bien. Mais chose certaine, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui sont repoussés. Puis, vraiment comme beaucoup. tu dis, ça coûte pas cher pour... Mais c'est quand même un investissement. Si on a un professionnel qui le fait, c'est un investissement souvent qui va valoir la peine. Ouais. Ça fait qu'on va s'attirer plus de clients. Ça fait qu'on a plus de chances de la vendre rapidement à un prix plus élevé. Donc, c'est sûr que je recommande fortement, s'il y a un investissement à faire, c'est de peinturer les murs de couleur beige, vanille, blanc, tout ce qui est... Couleur neutre. C'est ça. Le prix de vente stratégique. Évidemment, je pense qu'on passe aussi avec un courtier immobilier qui va être là pour nous guider, là, parce que lui, il va pouvoir faire également une étude de marché à savoir comment les maisons se sont vendues peut-être dans notre quartier, dans le secteur de la ville qu'on habite. Là. Oui, souvent, qu'est-ce qu'on va voir? L'erreur numéro 1, c'est quand un vendeur pense qu'il y a un prix fixe dans la tête. Moi, je veux absolument vendre pour ce prix-là. Il y a 2 risques. Le premier risque, c'est que la maison va vraiment
Le temps de vente va être vraiment exagéré. Puis on va voir maintenant que cette année, là, à partir de 2024, on l'a senti, les maisons, ils restent sur le marché beaucoup plus longtemps. Je dis pas qu'on va aller chercher notre prix, oui ou non, mais si on écoute le courtier immobilier, qui a l'intérêt de vendre à un prix qui est juste pour le vendeur, bien, c'est sûr qu'on gagne. Parce que le temps qu'on vend pas, il faut assumer les assurances, le chauffage, les intérêts. Peut-être une autre maison qu'on a payée aussi. Là, exactement, c'est ça. Donc, moi, je dis toujours, tu sais, fiez-vous à un courtier immobilier qui a votre meilleur intérêt. Et puis, oui, il y a une marge de négociation, mais le courtier immobilier, il est placé pour connaître le pouls des prix, de où est-ce que l'emplacement et aussi des rénovations qui doivent être effectuées. Aussi, c'est ça. Tout ça, ça bien sûr. Puis important de ne pas surévaluer. Ça aussi également, c'est un autre facteur déterminant. C'est parce que, Alex, excuse-moi, les gens sont encore pris en 2022. Oui. Donc, 2021, où est-ce que les prix avaient... Mon voisin a vendu pour... On se fie pas aux voisins, on se fie pas aux beaux-frères, on se fie aux professionnels. Et surtout pas non plus toujours à l'évaluation municipale. Non, parce jamais. Parce que ça aussi, ça n'a aucun sens parfois. Non. À Québec, je vous dirais, Laval, là, on se situe n'importe où, dépendant de l'état de la maison. On est entre peut-être 115 % jusqu'à des 160 % au-dessus de l'évaluation municipale. C'est très important de l'avoir noté. C'est mathématique. Oui, merci beaucoup à toi. Bien encore, merci à toi. À bientôt. Je te regarde contempler au loin. Tu fixes dans le vide, mais je vois bien, même immobile, tu parcours des milles et des milles. Puis je t'espionne, admirer les autres. Tu te peins dans les murs, tu calques tous les pas sans faute d'un chemin qui n'est pas le nôtre. Tes 20 ans te dirigent encore par défaut. Entre nous s'efface le temps, étrangère et pareil. Je suis certain que vous vous dites ceci en voyant l'artiste Mariko, qui est mon invité dans les prochaines secondes. Avoir su avant, j'aurais été écouté son matériel. C'est elle qui est là pour nous présenter son nouveau disque. Salut Mariko. Salut. Merci de prendre le temps. Bien, je dis avoir su avant parce que déjà, tu étais active en 2020 avec ton EP, oui. Soit avec la fin du printemps. Et bon, successivement, il y a eu des EP aussi qui ont été lancés en 2023 pour présenter ultimement ton album complet. Ouais. Avoir su avant. Dans la séquence des événements, pourquoi y avoir été de EP et par la suite d'avoir cheminé là, le point ultime vers l'album? Bien, en fait, ça a permis de premièrement, faire vivre la musique sur un peu plus longtemps. On le sait présentement dans l'industrie où est-ce qu'on est dans un mode un peu dans l'éphémère, vraiment sorti de single en single, puis la durée de vie d'une pièce est assez courte. Les gens ont de plus en plus de listes de lecture, disons, et moins... écouter un album de 13 pièces d'une traite, il faut que tu aies quand même une espèce d'attrait vers les... Ben, les gens sont un peu plus paresseux, on peut se le dire. Mais en même temps, je fais partie des fois de ces gens-là, tu sais, si tu n'as pas le vinyle dans une table tournante, ou tu sais, c'est de prendre l'effort de faire ça, c'est un peu plus dur. Fait que c'était un peu une façon de faire vivre les pièces puis d'assurer qu'elles se rendent le plus possible aux oreilles des gens, puis en même temps de mettre la table pour ce qui s'en venait, puis me laisser le temps de produire l'album aussi. Tu sais, ça a pu permettre de faire ça un peu plus en section, disons, d'où aussi le leitmotiv d'Avoir su avant, qui est assez une ambiance claire-obscure. Mais ça, tu sais, il y avait quand même comme un côté side A, side B. Tu sais, il y avait quelque chose qui nous permettait de faire ça une stratégie, parce que maintenant, on va se le dire, plus que jamais une stratégie, surtout de nos jours, avec l'opulence musicale qu'il y a à notre accessibilité au bout des doigts. Il faut que tu sois stratégique aussi dans la mise en marché. Exactement. Et ça nous démontre aussi à quel point aussi que le disque est assez éclectique sur le plan musical. Oui. C'est fou. Tu as un passé jazz quand même, on va se le dire. Ouais. Ça s'entend, mais tu n'as pas voulu te cantonner dans un son, là. Exactement. Puis je pense que c'est vraiment le cursus de l'album. Je voulais pas me cadrer dans une seule étiquette. Puis pour moi, c'était super important parce que j'embrasse mon côté pop puis mes refrains verts d'oreille. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'en fais beaucoup de la pop, mais le côté jazz aussi, puis d'espèce de pas jouer dans le format, on dirait. J'avais besoin de ça. Je voulais vraiment créer pour l'art puis pour le message et non juste pour la promotion, tout en restant quand même, comme tu disais, un peu dans la stratégie naturellement, puis
avec le milieu actuel. Ah oui, c'est ça. Et tu es devenue maman aussi ces dernières années, veux pas. Qu'est-ce qui est le plus dur, devenir maman ou travailler avec son chum comme réalisateur de l'album? Non, mais en fait, ça se passe super bien pour vrai. J'ai rien à dire là-dessus. Ben oui, j'ai plein de choses à dire oui, là-dessus. Ben, dis-les, tout. Mais c'est juste comme ça. On dirait, ben la fin du printemps, on l'a quand même travaillé ensemble aussi. On a comme co-réalisé ensemble. Max, il joue les drums, les percussions, il fait des voix, il fait tout, cet enfant-là. Cet enfant-là, oui. Ouais, c'est ça. Mais pour avoir su avant, c'était le fun parce qu'on avait déjà comme travaillé ensemble, puis les communications. Naturellement, on dirait qu'avoir un enfant a aidé beaucoup à travailler les communications au niveau professionnel. T'sais, on n'a pas le choix de communiquer quand on est parent. Là, la coparentalité, ça implique énormément de communication. Fait qu'on dirait que ça s'est fait très naturellement. Un vase communicant. Oui, vraiment. Oui. Et justement, de quelle façon penses-tu que... Je l'avance, puis en même temps, j'aurais peut-être dû dire dans ma prémisse, est-ce que tu crois qu'avoir un enfant a changé ta trajectoire de création? Puis si oui, de quelle façon ça a pu changer? Parce qu'il y a des chansons qui font référence sur l'album, là, à ton nouveau rôle de maman. Oui. Bien, naturellement, oui, ça a changé définitivement ma façon de créer, mon processus, que ce soit dans le temps que j'ai pour créer, dans la gestion du temps, mais aussi sur la prise de décision, de faire comme, OK, la pièce, là, elle existe. Maintenant, j'arrête de travailler dessus, elle est là. Je lâche prise. Oui, je lâche prise. Oui, un peu le lâcher prise, puis aussi assumer la pièce telle qu'elle est. Il y a aussi le facteur faire les choses pour un peu un leg à ma fille, naturellement. Ah ouais? Okay. Tu sais, comme créer des pièces. Présentement, je trouve qu'au niveau culturel, c'est dur de faire sa place, mais c'est aussi dur de savoir pourquoi on fait les choses parce que, naturellement, je veux pouvoir transmettre un message et tout, mais il y a une côté d'humilité, je pense, qui me baderait un peu dans ma création de « Hey, mais pourquoi les gens m'écouteraient plus que quelqu'un d'autre? » Ou tu sais, je pourrais être médecin, je pourrais aider. On dirait que d'avoir un enfant, ça m'a permis de me dire ben même s'il y a personne qui écoute cet album-là, je le fais pour Billy, puis c'est assez. Ouais. Fait que je pense que toutes ces réponses-là ont fait que j'ai pu m'assumer puis créer une œuvre qui me ressemble vraiment beaucoup puis que je vais assumer dans le temps. Oui. Ben, je pense que c'est une œuvre qui a tout pour traverser le temps aussi. Puis il y a des chansons, parce que, bon, on en parle, puis on pourra peut-être parler de l'esthétisme aussi, d'avoir su aussi avant la chanson titre, parce que le vidéoclip est magnifique. Là. On va se quitter d'ailleurs avec un passage, puis on en a vu un passage aussi au début, mais je veux quand même qu'on s'attarde sur Paroles d'enfant, parce que je ne sais pas si je suis... le seul, mais évidemment, c'est une des chansons qui est venue le plus me happer. Là. Raconte-moi l'histoire de cette chanson-là. OK. Bien, Paroles d'enfant, ça a été coécrit au niveau des paroles, de l'écriture des textes, avec Claire Morrison, qui pour moi est une révélation, un gros crush musical et amical aussi. Ça fait longtemps que je la connais, mais que je trippe sur son art. Et je m'étais dit, c'est sûr, je veux collaborer avec cette fille-là. Soit en parallèle, je vis dans ma vingtaine, tu sais, on sait avoir su avant l'album, ça parle de plein de choses qui ont rapport avec la croissance, l'évolution d'une femme, mais de n'importe qui en fait, là, dans la vingtaine, puis là, arriver à la trentaine, puis faire des genres de réalisation, constat, exactement. Oui. Puis les break-up d'amitié, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne traite pas beaucoup, mais tout le monde en vit, puis ça fait donc même mal. Puis Claire et moi, on a fait comme... Il y avait un aspect j'avais déjà la mélodie, puis la forme, puis même on était allés en studio, on avait enregistré tout ce qui est arrangement dessus, la vibe, l'ambiance, la chanson était déjà là. Il y avait de quoi de super nostalgique, tu sais, de beau, mais en même temps qui fait un peu mal. Puis les deux, on a fait vraiment comme les break-up d'amitié, c'est vraiment quelque chose sur quoi on veut traiter. Puis ça a été long, là, le processus d'écriture, mais ça a fait vraiment tout son sens, ça a pris tout son sens avec elle. Puis de pouvoir chanter ça ensemble, je trouve que nos voix aussi, le mix, c'est... Bien, ça fait partie de la colonne vertébrale de cette chanson-là, de l'ADN, ni plus ni moins, puis d'avoir encore plus ton explication vient encore plus renforcer mon envie de la réécouter, puis d'encore plus comprendre les subtilités. On va se quitter avec, dans quelques instants, sur le vidéoclip d'avoir ça avant, mais raconte-nous, parce que l'esthétisme est complètement fou. D'ailleurs, c'est dans un endroit que tu as à cœur, ton coin de pays natal. Oui, effectivement, ça a été réalisé avec David Bourbonnais, qui est aussi un réalisateur, monteur, mais il fait aussi de la musique, son projet Bourbon. C'est un grand ami, puis il a aimé vraiment beaucoup la chanson Avoir su avant, puis il voulait que ça me ressemble, là. Il voulait que ça soit les racines Mariko. Là. Fait qu'il était comme, qu'est-ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire qui te ressemble, on va le faire. T'sais, c'est un peu ça le leitmotiv du clip. On est allé dans mes racines à Saint-Émilie-d'Énergie, d'où est-ce que je viens. Dans la Naudière. Exactement, dans la Naudière.
On est allé à la pourvoirie du domaine Bazinet où est-ce que ils nous ont accueillis super chaleureusement, qu'ils nous ont prêté les terrains, là, toutes les places d'eau de forêt. On a déménagé un piano là-dedans. Un cheval. Oui, le cheval dans les terres où est-ce que j'ai appris à monter l'équitation, pourvoirie, où est-ce que j'ai travaillé toute mon adolescence puis jeune adulte. Bref, c'est vraiment dans mes racines. Puis ma fille aussi qui est venue sur le terrain, mon chum qui était assistant, qui faisait tout. C'était ma meilleure amie qui était là à l'ADA. Puis en tout cas, tout le monde, c'était ma famille. C'était comme vraiment des racines. Là. Je suis super fière du résultat. Ben, il y a de quoi être fier parce que c'est un merveilleux vidéoclip. Puis t'es pas trop... t'es pas quelqu'un qui est superstitieuse, non? T'as pas, non? On dirait que je rentre dedans. Ah oui, c'est ça. Les gens pourront comprendre. Là. Mais on va te surveiller sur les plateformes. Spectacles, autres, j'imagine, c'est en développement pour les prochains mois. Oui, exact. Il y en a plusieurs qui sont en train de se confirmer. Sinon, déjà confirmé, c'est 6 avril à Cowansville en première partie de Angel Forest à Espace Diffusion. Puis sur mes réseaux sociaux, tout ça va être indiqué pour les dates. Parfait. Mariko, merci. Ça a été un plaisir, un bonheur. Merci à toi. Merci. Deux versions de nous, mais qu'une histoire à raconter. Entre nous s'efface le temps. Les années disent long, pourtant avoir su avant. Je te regarde t'oublier pour pleurs. À genoux dans la pierre, ton sourire comme un collage qui brille pour cacher tes couleurs. Si tu pouvais me voir la tête haute, je n'ai pas les réponses précises pour toutes nos fautes. Vous connaissiez peut-être cette entité chez nous sur le territoire lavallois qui a longtemps pris le nom sous Place des Aînés. Ben, depuis 2018 quand même, tout nouveau nom et mission qui reste quand même pas mal la même. On vous fait redécouvrir ou découvrir peut-être pour la première fois, c'est Action 50+. Évidemment, qui est ce carrefour socioculturel et sportif pour les gens de 50 ans et plus. Ils sont tour à tour au sein de l'organisme, soit Gabriela Rodriguez, elle, directrice donc au marketing communication qui est avec nous, et David Tremblay aussi, directeur de programmation et aussi service bénévole. Salut à vous deux. Bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. On va régler quelque chose en partant. C'est quoi 50, c'est-à-dire Action 50+, ça n'a pas changé depuis 2018, là, depuis le changement de nom, je pense. Là. Non, on est tous les mêmes, voilà. Et avant, on était Place des Aînés. Là, on devient Action 50+, qui est un carrefour socio-culturel et sportif pour les personnes de 50 et plus. Parce que, oui. Non, mais vas-y, je te laisse poursuivre, puis ça me permettra de Oui, et en fait, notre mission, c'est juste 2 mots, briser l'isolement. Donc là, voilà, on ouvre les portes à tout le monde pour briser l'isolement, tous nos aînés qui restent quand même dans la maison. Ouais. Donc là, on a plein d'activités et voilà. Créer un lieu ou un point de rencontre pour socialiser. Exactement. Puis peut-être aussi, tu sais, dans un contexte où, on le sait, sur le territoire lavallois, c'est devenu une ville très cosmopolite, on va se le dire. Plusieurs cultures qui viennent nous interagir ensemble, des personnes âgées, des fois qui viennent de milieux complètement différents, de cultures différentes, mais qui a ce même langage de vouloir faire une activité qu'ils aiment, qu'ils ont à cœur, puis ça peut créer des nouvelles amitiés, j'imagine. Exactement. Vous avez sûrement des belles histoires. Oui, on a même des histoires d'amour. Ah, vrai? Oui, et des fois, pendant les soirées thématiques qu'on a pendant l'année, on a des histoires d'amour qui se font pendant la danse, voilà. Ah, mais je vais savoir où aller si je tombe célibataire. Je vais savoir où aller. Oui. Sinon, je me tourne vers toi, David, on va se permettre de se tutoyer. Oui, certainement. On n'a pas 50 ans. Donc, non, je peux pas m'inscrire. Non, c'est ça, exact. Mais quel genre d'activité on propose aux gens qui ont 50 ans et plus? En fait, moi, en tant que directeur de la programmation chez Action 50+, mon objectif, c'est de créer le plus d'activités agréables qui durent le plus longtemps possible. Donc, moi, je veux que les gens arrivent chez nous le matin et qu'ils repartent juste l'après-midi. Donc, mon but, c'est de faire rester plus longtemps. On a des activités régulières, on a des activités libres, on a des cours. J'ai des cours d'activité physique, d'activité spécifique, de danse, de culture, zen, des cours de peinture, des cours d'art, des cours, des conférences. J'ai de l'aide aussi informatique avec du dépannage informatique, les gens qui ont de la misère avec un ordinateur ou une tablette, quelque chose comme ça. Toutes nos activités régulières sont gérées par des bénévoles qui s'assurent du bon déroulement de l'activité, comme exemple le pickleball, le billard, le ping-pong, le
bridge. On a d'autres activités comme ça aussi qui ont lieu une fois par mois, comme Chantami, qui est un groupe musical qui vient chanter pour les gens. Donc, notre mission, c'est de briser l'isolement. Ce qu'on veut faire, c'est les sortir de chez eux pour qu'ils passent le plus de temps chez nous et qu'ils aient du plaisir. Ouais. J'imagine dans ce genre de contexte-là, est-ce qu'il y a de ces activités qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes, moindrement une somme modique, par exemple, pour avoir accès à une programmation ou à quelques activités? Effectivement, pour ce qui est des cours, c'est sûr que c'est un montant à payer une seule fois pour la durée totale de la session. Donc, souvent, c'est entre 11 et 14 semaines, tout dépendant des sessions. Donc, ils peuvent avoir, par exemple, un cours d'aérobie pour la session au complet, ça va coûter 43 $. OK, c'est vraiment c'est vraiment pas cher. Aussi, les abonnements de membres, c'est qui est 25 $ à l'année. C'est juste ça à l'année. Et après, tu as aussi 25 % des rabais dans chaque cours. Okay. Exactement. Donc ça aussi, c'est très abordable. Vous avez accès au matériel aussi pour donner les cours. Là, vous fournissez, par exemple, le matériel également. Exactement. J'ai certains cours, exemple, comme un nouveau cours qu'on a commencé à l'hiver, qui est un cours de vitrail. Un cours de vitrail, ça demande un professeur qui est très qualifié. Ouais. Ça prend aussi beaucoup d'équipements spécialisés, dont surtout aussi des coupes de verre, des fils de zinc, des fils de plomb, tout dépendant de ce qu'ils ont à utiliser. Moi, j'ai réussi à trouver un professeur qui est extrêmement passionné. Puis ça, en passant aussi, nos professeurs, on est reconnus pour ça. Ils sont certifiés. Pour la passion, ils ont exactement. Ah oui, absolument. Exactement. Puis on est reconnus pour la qualité des professeurs qu'on a. Donc, moi, quand je fais un cours ou quand je cherche à remplacer un professeur, je ne veux pas mettre un robot. Je ne veux pas trouver quelqu'un qui va juste continuer la cassette. Ouais. Je veux qu'il fasse son propre cours à son image, à sa façon, pour que les gens puissent le voir dans sa personnalité par rapport à ça. Vous avez parlé beaucoup de vouloir briser l'isolement, de vouloir prévenir la détresse également chez nos personnes de 50 ans et plus. J'imagine que aussi, ces professeurs-là sont quand même des proches confidents, peuvent détecter, puis là, c'est sans dire que c'est des professionnels de la santé, mais quand même, vous pouvez prévenir aussi, puis si jamais vous sentez que quelqu'un a un inconfort ou qui a vraiment besoin de plus d'aide, un suivi, vous pouvez être comme un chien de garde, je vais me permettre l'expression, pour eux, ces personnes-là. Même aussi dans notre gym, dans les gyms Action, on a des kinésiologues et des éducateurs physiques. Donc là aussi, on a des professionnels qui prennent soin d'eux. Ouais. Qui quand même, ils te donnent un programme qui s'est ajusté à tes besoins. C'est pas que tu vas aller à la salle de sport et tu vas faire n'importe quoi. C'est vraiment un professionnel qui est là, qui t'accompagne, qui te donne ton suivi, qui est là pour toi, pour t'aider même avec tous les mouvements chez les Gym Action. Et là, c'est le 30e anniversaire prochainement. Oui. Racontez-nous comment on célèbre ça, un 30e anniversaire, là, comme oui, vous. Oui, en fait, ça va être le 25 octobre. OK, à l'automne prochain. À l'automne prochain, on va faire une grosse soirée chez Action 50+. On va quand même vous inviter aussi si vous voulez venir regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe chez Action 50+ pour les 30 ans. Ça va nous faire plaisir. Oui. Et donc, tout ça est en développement. Il faudra, j'imagine, être attentif sur vos plateformes. Mais bon, j'ai l'impression qu'on aura un peu de tout, ce qui correspond, c'est-à-dire un peu de culture, un peu de sport, ou du moins, on fera, j'imagine aussi... C'est surtout pas oublier l'historique de la place. Les bâtisseurs. Ça a commencé par une dame qui a eu une idée. On fait ça, on commence avec ça. Trouve une place, trouve un petit local. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Mais qui était cette dame? Madame Patnaud. Madame Patnaud. On veut la saluer quand même. Oui, certainement. Certainement. Parce que ça vit toujours 30 ans plus tard. Alors exactement. On a une salle à son nom, justement, par rapport à ça. Je pense qu'elle est décédée cette année. Je pense que c'est cette année ou l'année passée. Mais on lui rend hommage, c'est certain. Tout a commencé par un petit cours de chorale, comme ça. Après ça, un petit cours d'aérobie, un petit cours de conditionnement physique, puis boule de neige, ça a commencé à grossir. Bien, en tout cas, je vais rester très, très alerte, puis vous reviendrez nous en reparler avec pour vraiment donner suite à cette conversation. Mais parce qu'on a encore un petit peu de temps, puis il y a une façon pour vous de pouvoir financer, de pouvoir vous procurer du matériel pour donner des cours aux personnes. C'est certainement, si les gens, par exemple, veulent louer la salle, ça, c'est une bonne façon. Si on a des événements en tout genre, vous permettez la location de salle sur le plan corporatif, c'est ça? Le plus important, je vous dirais, au niveau du financement, la première chose, c'est la carte de membre de nos participants, de nos membres. Donc, cette carte-là coûte 25 $ pour l'année au complet, qui donne droit à 25 % de rabais sur l'ensemble des activités et des cours. Donc, si je vais faire une journée de billard,
Elle me coûte 25 % de moins que l'autre qui n'a pas sa carte de membre. Et cette carte-là donne aussi des rabais avec plusieurs de nos partenaires. Comme exemple, on a GPL Assurance qui s'appelle Gallagher, je pense, aujourd'hui. On a plusieurs partenaires qui donnent d'autres rabais supplémentaires en fonction de ça. Ensuite, on a les locations de salles, qui est une bonne source de revenus aussi, qui est sur notre site web, dans l'onglet en haut, location, il y a un petit formulaire à remplir. Et évidemment aussi tout ce qui est partenaire pour faire affaire avec nous, autant au niveau de l'affichage dans l'infolette, sur nos publicités sur les sites web ou carrément dans le centre avec des panneaux, des roll-up qui appellent ou des messages dans les fenêtres ou des choses comme ça. Donc, c'est principalement de ça qui fait que Action est capable de fournir autant d'activités avec une aussi belle qualité, avec des professeurs qui sont contents d'être là, surtout. Ben, puis je pense que c'est de continuer à faire bouger notre on n'a jamais parlé autant de la nécessité aussi pour la santé cognitive et physique de nos personnes aussi qui prennent de l'âge, pas graduellement, puis le vieillissement de la population est là, j'ai pas besoin de le rappeler, je veux dire, les statistiques sont là pour le prouver, on les voit aussi, alors on veut les garder très, très actifs et en santé avec nous le plus longtemps possible. Et puis, il nous reste peu de temps, mais aussi, si jamais les gens veulent s'impliquer sur le plan, je pense, des bénévolats chez vous, oui, bien c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui s'occupe des bénévoles chez Action 50+. Donc, sur le site aussi, avec les locations de salles, il y a un onglet pour le bénévolat. Il y a un petit formulaire à remplir, vos disponibilités, vos préférences, c'est quoi vos forces, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous vouliez vous impliquer dans le centre. Puis, à ce moment-là, je prends les demandes. Je suis sûr que je ne peux pas faire garantir tout le monde, évidemment, mais on prend, puis comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, fait qu'on va avoir du fun, puis... c'est ça. Puis on fait le suivi si jamais on a des besoins précisément. Exactement. Même pour les partenaires, c'est pareil. Il y a quand même dans notre site Internet, en anglais, que c'est devenir partenaire. Ça aussi, si jamais vous voulez partager avec nous quand même la même mission, voilà, on est là. On a quand même plus de 6000 membres. Wow. On touche beaucoup de gens aussi. On a nos fiers partenaires. On parle des Love, on parle des Desjardins, on parle des JPL, des Yves Légaré, les Marronniers, qui sont quand même là aussi, qui nous soutiennent financièrement et qu'on vraiment remercie parce que sans eux, on ne pourrait rien faire quand même et pour continuer avec des cours comme ça. Félicitations pour cette mission. Merci beaucoup d'en parler. Merci d'être passé. Et bon 30e à l'avance. Merci beaucoup. On vous attend très bientôt. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de réconciliation dans notre relation avec les Autochtones. Je pense que c'est une de ces artistes sous tous ses angles, de multiples façons, qui a tenté de faire cette réconciliation, d'éveiller les consciences. Et avec ce livre aussi, est-ce que c'est la fin d'une quête? En tout cas, je suis très intrigué de jaser avec Lucie Lachapelle, autrice derrière Les yeux grands ouverts, qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour, Madame Lachapelle. Bonjour. Merci. Je dois avouer que vous êtes toujours très jolie, mais on vous voit sur la couverture. C'est vous, ça? C'est moi, à 20 ans. À 20 ans, wow! 50 ans, est-ce qu'on peut dire 50 ans de solidarité envers les Autochtones? C'est vraiment ça. C'est la vérité, oui. C'est presque une quête d'une vie, est-ce que je peux dire? C'est la quête d'une vie. C'était les relations que notre société a avec les Premières Nations et les Inuits a été au cœur de ma quête là, comme citoyenne et artiste pendant 50 ans. Et pourquoi? Cette histoire-là, mon histoire a commencé à l'âge de 18 ans, alors que je suis allée travailler un été au Nunavik. Alors, dans les communautés de la baie d'Ungava, avec une équipe de dentistes. Moi, je n'étais pas du tout en dentisterie. J'allais entrer en communication cinéma à l'UQAM. J'avais terminé mes études collégiales à Lionel-Groulx. Alors, j'ai passé l'été là et ça a été un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour... Bon, le territoire, il faut se le dire, c'est extrêmement impressionnant, immense et beau. Et pour les gens aussi. Les gens ont été accueillants, gentils. J'ai découvert plein de choses et puis je me suis dit, je vais retourner. Je vais retourner là. Et comme ça, je me suis engagée comme enseignante quelques années plus tard pour aller enseigner à Pauvre-Nitouk, du côté de la baie du Tson. Ouais. Donc, cette expérience-là que j'ai faite à 18 ans a influencé le cours de ma vie. C'est clair. Ni plus ni moins. La trajectoire qui a changé, qui en a été inspirée pour la suite des choses. Vous avez souvent raconté de différentes façons. Vous avez eu un documentaire, si je ne m'abuse, c'était en 1994, La Rencontre. C'est bien ça. Là, par la suite, vous l'avez fait sur d'autres plateformes, dont ce livre-là, où il y a 34 moments marquants de votre vie dans le monde autochtone que vous nous racontez.
à travers ce cheminement-là, dans votre façon de vous livrer, est-ce que c'est un peu la fin? Est-ce que c'est de façon de boucler la boucle, le livre? Ou... Bien, je ne pourrais pas le confirmer, Ouais. là, parce qu'on ne sait jamais. J'ai encore du ressort de créatrice encore. Ouais. Mais je pense que peut-être que oui, là, parce que, en fin de compte, j'ai marqué même dans le livre, c'est mon ultime message. Tu sais, moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait un film documentaire pour l'ONF sur la même thématique. J'ai écrit un livre, Rivière-Mégiscan, un roman, Histoire nordique, un recueil de nouvelles. Au cours de ma vie, je n'ai pas arrêté de parler de ça, d'essayer d'expliquer aux gens, tu sais, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Et donc là, tu sais, par ce livre-là, là, par les yeux grands ouverts, c'est moins de... Le but ultime, c'est pas de parler de moi, même si ce sont mes récits véridiques, très personnels. Mais c'est de mettre en valeur les peuples autochtones. Oui, et aussi, j'ai essayé par le choix des mots, le rythme des phrases, le choix des personnages, le choix des thématiques, des lieux, de faire en sorte que le lecteur, les lectrices vont s'approcher le plus possible de qu'est-ce que c'est une rencontre avec les premiers peuples ou les Inuits. Ouais. J'essaie de faire vivre ça à mes lecteurs. Tu sais. On le sent parce que bien moi, parce dans le fond, moi, peu importe si c'était moi ou... J'ai senti, parce que vous avez fait justement du cinéma un film, donc ça se paraît, parce que quand vous dites « j'ai choisi les mots », j'ai vraiment trouvé aussi que c'était imagé, que c'était quand même cinématographique. Je pouvais me percevoir dans ces histoires-là, être impliqué aussi en tant que lecteur. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris des peuples autochtones à travers les... Vous avez une bonne... Parce que oui, ça s'est amélioré. Je pense qu'il y a eu, bon, peut-être l'affaire, le point d'entrée, peut-être dernièrement, malheureusement, l'incident Joyce et Chacuan. Son décès, c'est déplorable, la façon dont elle a été traitée aussi. Le procès a un peu été fait, entre guillemets, je demande parenthèse, je ne veux peut-être pas aller là, mais tu sais, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris depuis? Je pense qu'on a ouvert les consciences avec ça, mais il y a encore des choses... À pouvoir saisir des peuples autochtones. Oui, certainement. Il y a à mettre en application la réconciliation. C'est déjà bien commencé. Les dernières années ont vu des grands changements de la mentalité de notre société, des deux côtés probablement aussi. Hein, tu sais. Mais bon, moi, à 18 ans, quand je suis arrivée là-bas, et pour plusieurs années encore, bien, moi, j'ai eu le choc de la colonisation, hein, tu sais, parce qu'on en parle beaucoup. Mais moi, les gens qui étaient allés dans les pensionnats, je les ai connus à ce moment-là. Tu sais. Donc, la souffrance était déjà bien installée. La colonisation, c'était des installations, des Blancs qui vivaient dans les communautés assez adéquates, je dirais. Puis les Inuits ou les Premières Nations qui vivaient dans des maisons désuètes. Écoutez, j'ai... Pas d'eau courante, pas d'électricité. Exactement, c'est ça. Ou par exemple, en Abitibi, j'étais avec mon premier enfant et mon conjoint écrit. On a pris le train et puis il s'est fait déplacer pour séparer de moi et de notre enfant pour qu'il aille dans un wagon destiné aux Autochtones. Donc, écoutez, moi, quand je raconte ça, les gens n'en reviennent pas, mais ça s'est passé. Puis ça ne fait pas 200 ans non plus. Exact. Je suis plus âgée, mais j'ai quand même, c'est quand même dans ma vie d'adulte, là. Aussi. Donc, on peut dire que la société a fait beaucoup de chemin. C'est formidable, mais encore là, il faut encore travailler pour ça. Puis il y a des sociétés des communautés, excusez, je devrais peut-être plus employer ce terme-là, des communautés, tu sais, je pense aux communautés, les Abénaquis qui restent près des grands centres. Il y a de ces communautés qui sont peut-être plus proches d'institutions scolaires, qui ont peut-être plus aussi, pour eux, c'est peut-être plus facile de pouvoir communiquer avec, disons, je vais dire avec les autres diversités culturelles, les autres communautés, mais ceux qui sont plus au nord aussi ont peut-être moins d'opportunités aussi. Ça, il faut l'intégrer aussi aux gens en général. Oui, absolument. Les gens ne vivent pas tous de la même façon. Hein. Les gens qui sont plus nordiques, mais vivent sur leur territoire, plus entre eux. Le rapport au territoire est très différent. Absolument, c'est certain. Et puis aussi, la difficulté, je pense qu'on a, c'est que c'est pas tout le monde qui peut y aller ou qui connaît ça. Tu sais, les gens, par exemple, qui vivent en Abitibi, qui vivent au Lac-Saint-Jean ou qui vivent sur la Côte-Nord, ont depuis longtemps des contacts. Tu sais, pour le meilleur et pour le pire à une certaine époque, mais maintenant de mieux en mieux. Mais les gens qui vivent près des grandes villes n'en ont pas. Donc, il y a tous ces niveaux-là de relations là, auxquels il faut penser. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est évidemment, ben, on a plusieurs moments marquants.
qui sont fabuleux dans notre façon de raconter. C'est touchant, tantôt très lumineux. J'ai compris votre volonté. Puis en même temps, je trouvais tellement que ça apportait la réflexion aussi de se questionner en tant qu'être humain, parce que ça peut être ici, sur le coin d'une rue à Laval, on rencontre quelqu'un qui provient d'une autre communauté culturelle. Oui. Donc, c'est pas juste relégué aux Autochtones, ça peut être envers d'autres communautés aussi qu'on rencontre sur le coin de notre rue, dans une ville comme Laval qui est multiethnique aussi. Donc, Absolument. alors, c'est pour ça aussi que je pense que c'est assez universel comme propos, ce que vous entretenez. Oui. Tu sais, moi, j'ai pas voulu faire la morale à personne non plus, là. J'ai simplement voulu dire, bien, regardez, moi, je l'ai vécu. Peut-être que la majorité n'a pas eu la chance que j'ai eue, mais j'ai pas eu juste des chances, j'ai eu des difficultés aussi, puis j'ai voulu que ça soit présent dans le livre. Porteur, oui. Assurément, j'invite les gens à lire votre livre, donc Les yeux grands ouverts, c'est aux éditions Pleine Lune. Merci beaucoup, Lucie Lachapelle, d'être passée nous parler de votre vie et je vous souhaite plein d'autres façons de nous raconter justement le monde autochtone. Question d'encore une fois le faire connaître aux gens. Merci beaucoup, Merci Alexandre. Merci. Il y a juste 42 ans, la pianiste Lorraine Desmarais nous apprenait à quel point cet instrument-là allait s'ancrer chez une génération d'artistes jazz qui a été formée. Elle en a d'ailleurs pris part à en former une tonne d'artistes jazz que vous avez vu du côté évidemment du Jazz Fest à Montréal. Puis là, c'est le temps pour elle de faire sa tournée, de démontrer son savoir-faire avec sa tournée, son album Street Beat Suite. Elle est avec nous parce que bientôt elle sera à Laval en avril avec l'Orchestre symphonique de Laval. C'est Madame Lorraine Desmarais qui est là. Bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir. Ravi. Eh bien, ravi pour moi parce qu'on connaît votre feuille éloquente. Est-ce que vous peut-être consacré ou auto-consacré, ou du moins, vous savez à quel point vous avez été une bâtisseur au Québec sur le plan du jazz? Parce que vous êtes arrivé à peu près en début de carrière en même temps que le Jazz Fest, que le Festival de Jazz de Montréal. Donc, vous avez pris part un peu à l'éclosion de ce style-là chez une nouvelle génération d'artistes québécois aussi, là. Oui, bien, j'étais influencée Féminin aussi. Féminin aussi, mais j'ai été vraiment influencée aussi par des artistes de partout sur le globe. Chick Corea, Oscar Peterson, voilà. J'ai eu l'honneur d'être probablement une des premières, sinon la première femme ici à faire des concerts de jazz. J'ai commencé en 80, une première tournée au Québec, et puis en 84, j'ai eu le premier prix du Festival de jazz de Montréal. Alors ça m'a vraiment propulsée. Et depuis ce temps, ben, c'est des tournées, des albums, de la création, il y a eu de l'enseignement. Bref, je suis totalement choyée. Je commence avec la nostalgie parce qu'on est là-dedans, là. Votre rencontre la plus significative, signifiante, ou peut-être un moment marquant de ces 42 dernières années qui, pour vous, a été déterminant pour la suite, là, outre le prix, bien sûr, quand même, qui n'est pas négligé de 1984, là, mais quand même, pour vous, ce serait lequel, spontanément? Bien, tous les événements sont marquants, mais j'ai souvenir d'une rencontre avec Chick Corea, qui était mon mentor à vie. Alors, ça a été un moment de grâce, en fin de compte, de pouvoir partager la scène avec ce fantastique pianiste. Oui, j'imagine, ça reste marqué à jamais. Il y en a sans doute qui ont été à ce point-là aussi marqués parce que vous avez enseigné, là, récemment, dans les derniers mois, vous avez cessé, mais quand même, vous avez enseigné au cégep de Saint-Laurent aussi longtemps pour former une nouvelle génération. Je l'ai dit, c'était dans les premiers mots que j'ai énumérés, que j'ai mentionnés pour vous présenter, mais est-ce que pour vous, ça a un impact sur votre musique d'être au contact de jeunes? Est-ce que pour vous, ça vous a donné une nouvelle, peut-être parfois force d'inspiration, un nouveau souffle dans votre musique? Ou... J'ai beaucoup appris auprès des jeunes. J'en ai donné beaucoup, mais j'en ai reçu. C'est ça qui était fabuleux dans mes années d'enseignement, c'est que je pouvais partager. Et puis aujourd'hui, avec les facilités qu'on a, alors on voulait monter une pièce de Bill Evans, ben là on tape YouTube puis on en a 3 pages. Alors, mais souvent, c'est les jeunes qui m'apportaient des idées de pièces. Ah, j'aimerais ça travailler ça. Et puis là, on écoutait ça, puis vraiment, c'était de la nouveauté. Je pouvais voir à peu près qu'est-ce qu'ils écoutaient, où est-ce qu'ils en étaient. Ça m'a beaucoup appris. Oui. Bien, en tout cas, je sais, pour en nommer, parce qu'on t'en est parlé avant d'ouvrir les caméras de se jaser, Sonia Johnson, qui est en une gagnante d'un Juno, qui est une amie que vous connaissez bien sûr, qui a été largement inspirée par votre parcours, là. Donc, ça, je sais de source sûre.
vous êtes revenu à une formule trio avec votre plus récent album qu'on a ici sous les yeux. Pourquoi, pour vous, la formule trio, je lisais sur une autre tribune que c'est comme l'essence même du jazz pour vous? Oui, c'est la base. Moi, c'est ma base. Mes premiers spectacles, il y a 42 ans, c'était en trio, formule trio. D'ailleurs, c'est encore le même batteur qui était avec moi au tout début, Camille Bellil. Et puis, j'ai Alec à la contrebasse. C'est la base. En fin de compte, c'était même mes influences. Keith Jarrett, Bill Evans, ça a été un trio de jazz. Chick Corea a joué en trio. Alors, beaucoup d'artistes pianistes de jazz ont joué dans cette formule parce que c'est un trio, c'est un trialogue, en fin de compte. C'est un grand dialogue. Bien, dialogue, un trialogue, mais c'est une conversation que vous vous relancez chacun la suite de l'autre. Oui. C'est la base aussi de mon big band. Alors, c'est la section rythmique. Puis, plus tard, dans la carrière, j'ai voulu plus agrandir mon champ de compétences et de musicalité. Ouais. Alors, j'ai écrit pour big band, mais j'ai conservé ce trio-là comme section rythmique. Et puis en même temps, on va se dire aussi dans cette formule de trio-là, c'est que votre piano, le piano est comme la pierre angulaire aussi, sans vouloir rien enlever aux autres instruments, mais je veux dire, c'est quand même, ça vous met aussi en plus de l'avant également, parce que c'est plus déchargé aussi sur le plan musical. La musicalité du piano ressort grandement aussi. Là. Oui, exactement. Alors oui, le piano et non seulement aussi la contrebasse, la batterie ont les façons de faire des solos. En big band, ça, je choisis mes solistes. Ah, lui, il pourrait jouer bien un boléro. Je le verrais, lui, jouer dans une samba, des trucs comme ça. Ouais. Et là, quand vous allez... Parce que là, vous présentez une tournée, bien sûr, les pièces du Street Beat Suite, mais là aussi, vous allez venir à Laval le 17 avril prochain à la salle André Mathieu. Et là, ça se fait dans un contexte assez singulier là, avec l'Orchestre symphonique de Laval. Parlez-nous de ce rendez-vous. Oui, alors ça, c'est mon aspect création, piano classique. Bref, c'est une espèce de fusion de tout ça parce qu'on connaît la Rhapsody in Blue. D'ailleurs, c'est le 100e anniversaire de création de cette pièce-là. En 1924, c'est George Gershwin lui-même qui l'avait interprétée avec orchestre et puis évidemment, il l'avait improvisée. Alors, devinez ce que je fais. Alors, vous allez donner tout un boulot, là. Exactement. Toute une charge de travail. Oui, c'est toujours un défi parce qu'il y a quand même des endroits, il y a des sections qui sont écrites pour le piano. Alors, je respecte ces sections-là, mais il y a beaucoup, c'est une pièce de piano, en fin de compte, avec orchestre. Alors, il y a beaucoup d'endroits où je peux laisser libre cours à l'improvisation, mais toujours dans l'esprit de Gershwin. Oui. Alors, c'est Lorraine joue Gershwin. Il y a quand même le respect de l'œuvre qui est là, exact. Qui s'entend là, quand même. Et donc, ça sera à voir, mais assurément un rendez-vous à retenir. Puis là, vous avez une tournée aussi qui s'en vient peut-être. Est-ce qu'il pourrait y avoir un arrêt dans un festival mythique que vous avez connu, remporter un prix quelque part? Oui, ça se pourrait, les festivals à Montréal mythiques, là, des choses comme ça. À l'extérieur aussi. Puis le plus prochainement, c'est le 30 mars prochain, nous serons à la Maison musicale de Warwick. Alors ça, c'est un endroit très intime. On est tout près du public. C'est toujours des moments très émouvants aussi, ça, de jouer comme dans un salon. Ouais. Là, Et le 21 juin à Belleuil, aussi au Centre culturel de l'endroit, si les gens veulent faire une petite balade non loin du Richelieu, qui est beau aussi à cette période de l'année. Merci vraiment beaucoup à vous. Ça a été un honneur, Mme Lorraine Desmarais, sérieusement, pour nous de vous accueillir, parce que je pense que les gens ne le savent pas encore à quel point. Tu sais, l'une des prophètes en son pays, là, il y en a beaucoup au Québec, dans plusieurs facettes de notre monde sportif et musical et artistique. Et je pense que vous en faites partie de ces genres de joyaux qu'on doit découvrir. Puis merci d'avoir pu démocratiser, faire connaître ce jazz, pas juste chez nos Oscar Peterson ou les Jones et compagnie qu'on connaît. Oliver Jones. Des moments mémorables avec Oliver, des duos que j'ai pu jouer avec Oliver Jones et puis je l'admire tellement. Puis c'est un ami de très longue date aussi. Oui, mais quand même, vous faites partie puis d'une femme pionnière aussi du monde du jazz. Alors, on va se quitter avec un extrait, c'est certain, de votre album. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.
Il y a de ces organismes qui font la différence pour nos personnes en situation de vulnérabilité. Je suis très content de pouvoir vous raviver à l'esprit que ça existe, que si vous connaissez un proche, une personne âgée par exemple, qui est en perte d'autonomie, qui peut-être a besoin d'aide finalement, ben l'organisme Les Petits Frères de Laval est là pour lui, pour elle. Et c'est Mme Sandra Blair qui en est la coordonnatrice d'ailleurs des Petits Frères de Laval qui est là pour nous le raviver à l'esprit. Bonjour Mme Blair. Bonjour, c'est plaisir. Merci d'être avec nous. Justement, ben, je pense qu'on l'a vu ces dernières années, bien que c'était un problème qui était là, qui était présent. Vous êtes là depuis d'ailleurs très longtemps quand même, ici sur le territoire lavallois. Mais ça a peut-être ravivé à l'esprit des gens qu'on a besoin d'organismes comme les Petits Frères de Laval pour aider nos gens en situation de peut-être de vulnérabilité chez nous, là. Oui, nous, ça fait 12 ans qu'on est sur le territoire de Laval et puis 62 ans au Québec, au fait. Et puis oui, on aide les gens qui n'ont aucun lien significatif, 75 ans et plus, donc les aînés qui sont les plus vulnérables, les gens isolés, les gens qui n'ont aucun lien social. OK. Et quand on parle de gens qui sont peut-être en situation vulnérable, ça peut être des gens qui, donc quoi, sont malades, mais peut-être aussi ont des difficultés de se déplacer, peut-être. On parle de plusieurs situations là, auxquelles on peut peut-être avoir des services chez vous, là. Oui, ça peut être des gens on a des gens qui sont autonomes, d'autres qui ne sont pas autonomes, qui sont dans leur maison avec des services, qui sont en CHSLD ou en résidence, un peu partout. On a un peu un échantillonnage de la population au complet. On parle de quelles ressources, par exemple, que les gens peuvent avoir chez vous, là, de quels services aussi on peut bénéficier, par exemple? Principalement, nous, c'est de l'accompagnement. Donc, un accompagnement affectif, là, si on veut. Le but, c'est de créer un lien significatif avec quelqu'un. C'est une visite par semaine, 1 heure, 1 heure et demie. On fait on organise des fêtes à Noël, à Pâques, comme par exemple, après-demain, jeudi, on s'en va à la cabane à sucre pour fêter Pâques. On a une maison à Oka où on a des vacances. Les gens peuvent aller passer des vacances là-bas. Ils ont leur chambre, c'est fait. C'est supervisé aussi. Pour eux, oui, c'est organisé et puis c'est fait selon leurs besoins. Donc, à la fois, ça nous demande aussi d'avoir des gens qui sont formés ou qui ont cette volonté de vouloir épauler, accompagner, écouter aussi ces personnes aussi. Exactement. Oui, et en plus d'être capable de voir s'il y a quelque chose qui change, d'être une personne qui va remarquer aussi, qui va remarquer des besoins. Très alerte. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes continuellement aussi à la recherche de gens? Est-ce que, et aussi, ma question sera double, mais est-ce que ça passe par des gens aussi qui ont des qualifications peut-être précises aussi dans cette volonté d'avoir des effectifs qui accompagnent, par exemple, des personnes âgées ou en perte d'autonomie? En ce qui est des bénévoles, pas nécessairement. Ce qu'on cherche, ce sont des personnes qui ont du temps à donner et puis qui ont une volonté de donner de soi. C'est sûr que si la personne, elle est psychologue et puis elle veut aider, c'est un bonus pour nous, parce qu'il y a une plus grosse compréhension peut-être de la situation de l'aîné. Mais ce qu'on cherche, ce sont vraiment des personnes qui ont du temps à donner et une volonté de donner de soi. Et il y a quelque chose que vous m'avez raconté puis qui est important, je pense, de l'amener dans l'esprit des gens aussi, parce que nécessairement, quand on pense à personne qui est un peu plus vieillissante, ben, puis évidemment, c'est une situation qui existe peu importe notre âge, mais nécessairement, il y a le décès et ces personnes qui sont dites seules. Une des pires choses, si on l'a vu avec la pandémie, il y a des gens qui sont morts seuls dans leur chambre, alors c'est une grande tristesse. Et ça, ben, vous vous assurez d'avoir aussi une présence de quelqu'un pour qu'elle ne soit pas seule lors de ces derniers moments, pour qu'elle ait une fin, disons, dans la dignité aussi. Oui, autant que possible, en autant qu'on soit au courant, qu'on sache que ce ne soit pas un accident, par exemple. Mais oui, on a des gens qui accompagnent à l'hôpital, on a des gens qui accompagnent, ou même en soins palliatifs à la maison, la même chose. Ensuite, et on dit jusqu'à la fin et après chez les Petits Frères, parce qu'on a aussi un terrain dans le cimetière de Laval où sont plusieurs de nos anciens grands amis.
avec un monument, leur nom est listé, comme ça les rassure, ils savent qu'ils ne sont pas oubliés. Oui. Et vous avez dit les grands amis. C'est une façon pour vous de les nommer, ces personnes-là aussi, qu'elles se sentent inclusivement aussi au sein de la famille des grands frères, j'ose dire aussi. Exactement, oui. La famille des petits frères. Des petits frères, pardon, oui. Oui, on les appelle les grands amis. Dans la famille des petits frères. Je trouve ça quand même bien je sais pas, je trouve qu'il y a comme un lien, un sentiment d'appartenance qui doit se créer également. C'est un peu cette volonté, j'imagine. Oui. En partie, le but de l'organisme, c'est vraiment ça, c'est essayer d'entourer une personne seule avec une famille. Si on a besoin de services, autant que si on veut évidemment peut-être donner du temps, c'est évidemment de passer par vos plateformes, de lâcher un coup de fil, de pouvoir s'en informer. Oui, que ce soit téléphone ou sur le site web. Oui, toute l'information est là. L'information nous est transférée automatiquement et puis nous, on rentre en contact avec les gens. Je trouve ça très important de vous avoir accueilli. Merci et vraiment implication incroyable des gens. On salue tous les bénévoles qui sont là avec vous de près ou de loin pour faire de cette mission-là un essentiel sur le territoire lavallois depuis 12 ans. C'est ce que vous avez dit, je le note. Madame Sandra-Blair, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous, ça fait plaisir. C'est fou, hein, ce que vous faites des fois dans le cours d'école, du water bottle, comme on appelle communément, une joute, une guerre de mots. On peut peut-être un peu le franciser comme ça très librement et rapidement. Ça peut vous venir pas mal plus loin pour vos jeunes qui maîtrisent l'art de la parole. C'est un artiste que j'aime pas mal et en voyant ces chiffres aussi astronomiques, des 25 millions d'écoutes sur certaines plateformes, là, si on fait le cumulatif, c'est fou ce que Aswell réussit à faire par les temps qui courent avec plusieurs chansons sur les ondes radio là, pour nous présenter son plus récent album. Salut mon cher Aswell. Salut, salut. Évidemment, je te demanderai pas si 25 millions d'écoutes, c'est bien payant. Je pense qu'on a un peu la réponse, même si c'est gros. Là. Ouais. Ça dépend de ton système, toujours de ta structure. Si tu es indépendant, ça peut l'être. Si tu n'es pas indépendant, ça peut l'être beaucoup moins, en fait. Ouais. Mais tu sais, tu peux avoir 25 millions d'écoutes, mais totalement dans ton propre Québec être inconnu, mais être connu partout à l'international. C'est ce qu'un gars comme Fred réussit à faire. Ouais. C'est ce que toi, tu réussis à faire. Je sais que ça fait quelques années déjà, mais t'expliques comment ça, ce phénomène-là sur le web. En tout cas, toi, tu as su comment bien manœuvrer pour te vraiment que ça revienne dans tes poches, c'est le cas de le dire. Oui. Littéralement, c'est une nouvelle génération de comment on consomme la musique et comment on la découvre, surtout. Fait que je te dirais que les réseaux, tu sais, moi, maintenant, c'est une chanson qui a percé sur TikTok, que c'est même pas moi. Moi, j'étais comme... J'étais contre TikTok. Ah oui, pour vrai? Il y a une génération d'artistes au début, on était comme des puristes, on va pas promouvoir ça. Puis j'avais un de mes amis qui avait fait comme, man, mets ta chanson sur TikTok. Puis lui, il a fait quelque chose. Puis ça l'a explosé. Puis là, j'ai fait, c'est peut-être un bon moyen, en fait, pour promouvoir sa musique. Ouais. Le short form vertical. Puis je te dirais que c'est ça qui roule l'industrie aux États-Unis, puis ici aussi. Oui, aussi. Je veux dire, la formule marche, ça marche ailleurs, elle marche ici. Mais pour te mener à ça, ça a pris un début. Je parlais de la cour d'école. Oui. Je me trompe-tu? 14-15 ans, ta jeune carrière qui est déjà florissante, mais ça t'a mené plus loin. Mais à la base, qu'est-ce qui, outre le fait que tu as eu des joutes oratoires, tout ça, avec des chums, tout ça dans la cour d'école, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert que tu avais un talent sur le plan musical? Je dis toujours, c'est pas la musique qui est venue en premier, c'est l'écriture. Fait que c'est j'écrivais des poèmes, mettons, des histoires en genre. Pour tes blogs sixième année. Okay. Peut-être. Okay. Peut-être. Peut-être les poèmes. Oui. Oui. Non, mais oui, 100%. Ça marchait-tu? Ça marchait-tu? Je sais pas si ça marchait. Ah, ok, tu sais pas? Je sais pas si c'est ça qui marchait, dans le fond. OK. Je sais que ça marchait, mais c'était peut-être pas ça qui marchait nécessairement. Mais. Ta jolie gueule, peut-être. Ouais, peut-être. Écoute, on avait quelque chose. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait, on avait quelque chose. Mais oui, c'est ça. C'est l'écriture qui est arrivée en premier. Puis après la musique, j'ai découvert le rap en 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Puis là, je suis tout allé dans mon vieux bac de Wu-Tang, Nas, tout le vieux US. Après, tout ce qui est Dead Obies, Loud Larry. J'ai découvert ça en secondaire 3. Puis Larry Just. Exact. Ouais. Avant parce qu'on parle du rap québécois, là, des Coriaces, on parle des Fouki, on parle récemment de ces noms-là, mais je veux dire,
ça remonte à loin, comme tu parlais des Dead Obies. Ben, c'est ça. Moi, je trouvais que c'est là que ça blow up, pour moi. Ouais. C'était quand Dead Obies, puis Loud Larry, puis À la Claire, les 3 groupes, comme pour nous autres, de Saint-Bruno, de la banlieue, nous, c'était comme, oh my God, OK, là, ça pop. Après, pour le mainstream, c'est quand j'ai l'impression que Fouki puis Loud, ils ont comme sorti, que ça a fait comme, oh my God. Mais comme avant ça, puis après, t'as tout 514, parce qu'on peut tout nommer, là, mais comme ça fait longtemps que ça mousse le rap keb. Tu as parlé de Saint-Bruno. Oui. Fait que Saint-Bruno de Montarville, rive-sud de Montréal, yes. Mais justement, Montérégie, on n'est pas étranger au fait que le titre de l'album s'appelle Banlieue. C'est un peu ça. Mettons que je suis un grand devin et un prophète en disant ça. Tu as fait les liens, en fait, je veux dire. Oui, exactement. Tu as Right on the nail, non, the nail on the coffin. Exact. Ouais. Sorry de l'anglicisme. Ah non, c'est correct. Sorry de l'anglicisme. Mais oui, exactement. C'est l'endroit où je suis né, c'est Saint-Bruno, puis ça résume un peu tout l'album, dans le fond. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Banlieue. Et on sent quand même dans ta musique ce côté, tu sais, bon, on le sait, là, rap, musique urbaine, c'est pop en même temps, ça reste très, très accessible aussi. Ouais. Puis, tu sais, je parlais d'un gars comme Freds, c'est un son qui présentement est prédominant. Là. On est loin des sons rap de. Tu parlais tantôt de certains noms, des Wu-Tang Clan, des affaires-là qui étaient très obscures, c'était plus underground. Yes. Je trouve ça drôle. Puis à un moment donné, je t'ai entendu parler du fait que tu aimais le country aussi. Ouais. C'est fou, pareil, ce mélange-là qui t'a mené à ta musique actuelle. Ouais. Oui, c'est 100%. Je trouve le country donne surtout le côté mélodieux à ma musique, parce que c'est souvent des histoires, puis c'est souvent fait en. C'est chanté, là. C'est pas du rap qui est rappé. Je trouve, j'appelle ça du rap quand c'est du rap juste pour flex. Mais pas juste pour flex, mais juste c'est de la tech, puis c'est plus ça. Mais du rap chanté, je trouve, c'est peut-être ça qui vient du country, dans le fond. Ouais. Ben, on peut peut-être se donner un aperçu justement d'une des chansons de l'album à l'instant, yes. Juste pour inspirer les gens de ce que tu fais. Yep. Tu passes trop de temps dans ma tête, t'aurais pas d'autre chose à faire. T'as foutu ma vie en l'air, viens me voir qu'on est prendre un verre. J'me fous ce qu'on m'a dit pas faire, j'suis un hors-la-loi. Y'a rien qui me garde sur terre comme entendre ta voix. Je sais j'ai de la misère, baby dis-moi pourquoi. J'suis tombé pour toi, yeah. I'm gonna make it alright, arrête de parler aux autres. J'suis meilleur, c'est pas ma faute, girl, I said I'm gonna do you all night, comme si on mourrait bientôt. I make sure nobody knows, girl, I said I'm gonna make it alright, arrête de parler aux autres. J'suis meilleur, c'est pas ma faute, girl, I said I'm gonna do you all night, comme si on mourrait bientôt, yeah. On s'est revu last week, on l'a fait 5 fois. On a dit que ça voulait rien dire, mais personne nous croit. On sait très bien qu'on est fini, sur nous je mets une croix. Mais je veux quand même pas savoir le nom du gars que tu vois. J'suis pogné dans ma tête, baby, j'suis scotché à mon sel. Le truc c'est que j'aurais jamais si je peux finir avec elle. J'ai stoppé ça trop de... T'as de rares collaborations sur ton disque, Lova, entre autres, qui est une des rares. Parce que ça aussi, c'est une tendance dans le domaine du rap, souvent de faire des featuring, comme on dit en espagnol, des collaborations. En espagnol? Oui, en espagnol. Tu peux l'ajouter à ton lexique, je te la donne. Beau. Mais l'affaire, c'est pourquoi pour toi c'est important de venir avec un album, tu sais, vraiment premier album, t'arrives, tu sors fort, c'est important de peut-être plus démontrer ton son, ta marque de commerce, je vais le dire comme ça, ton branding ou... 100%, c'est même pas en... ça s'est fait organiquement, dans le fond, là. Je suis très quelqu'un qui... c'est très introspectif, cet album-là, puis ce que je fais, naturellement, c'est très transparent, puis tout. Puis je suis très possessif avec mon truc, puis dans le futur, je vais faire des collaborations, puis tout, mais cet album-là, c'était très personnel et tout. Lova, c'est littéralement mon rappeur préféré au Québec. Fait que j'étais juste genre, yo, ça, je te veux dessus, mais je voulais garder ça le plus moi possible. S'il y avait eu des opportunités ou whatever, mais j'aurais peut-être fait ça. Mais ouais, il y a peut-être un truc de... C'est mon premier album, je veux faire un statement, that's all me. C'est ça. Je mets Lova parce que je l'aime. Dire je suis Oswell et me voici. D'ailleurs, ça aurait pu être une de mes premières questions, mais là, on en est dans nos dernières. Pourquoi Oswell, d'ailleurs, comme nom d'artiste? C'est très long, je pourrais te l'expliquer. J'ai eu 15 noms.
dans ma vie, là, ça a commencé avec l'incertain. OK. Je pourrais juste te dire qu'en fait, ça a été as well parce que je voulais pas que ça soit l'incertain. OK. Fait que parce que je pourrais tout te faire, mais c'est long. C'est aussi simple que ça. En tout cas, il y a une certitude, c'est que tu vas présenter tes chansons sur la scène du Club Soda lors d'un spectacle lancement. C'est le 5 avril prochain. Alors, banlieue, c'est à retenir. Allez découvrir sur les plateformes. Merci à toi, Oswald. Merci d'être passé. Merci à toi. C'est le genre de livre qui pourrait peut-être révolutionner votre vie parce que, pour vrai, je pense que j'aurais pas fait autant de détours si j'avais pu lire un de ses ouvrages de Sylvie Tifo qui est avec nous, autrice et CRHA. C'est important de le mentionner aussi, qui est là pour nous parler de son livre « Choisir et être choisi » et réécrire son destin amoureux de solo à duo. Important aussi de le mentionner jusqu'au bout, la pochette frontispice, évidemment, de son livre. Sylvie Tifo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Plusieurs détours pendant 15 ans? 15 ans, de l'âge de 35 à 50. J'étais lente. Je me suis divorcée au début de la trentaine et après avoir été au fond de la peine puis d'en être ressortie parce que je m'étais pas mariée pour niaiser, je me suis dit, bon, le temps est venu, je vais rencontrer quelqu'un. Et de l'âge de 35 à 50 ans, j'ai pas été toute seule tout le temps, mais j'ai rien bâti. Puis quand je voyais ma notaire, de temps en temps, achète une maison, des choses comme ça, elle me disait, t'as pas refait ta vie. Puis à chaque fois, je me disais, ma vie est encore défaite. Puis le temps passait et je rencontrais des personnes, mais ça menait jamais nulle part. Ouais. Puis à 50 ans, là, je me suis dit, là, ce que je veux, c'est pas rencontrer quelqu'un. Ce que je veux, c'est partager ma vie. Bon, évidemment, ce qui inclut rencontrer quelqu'un, puis partager ma vie avec la bonne personne. Pourquoi ça ne fonctionnait pas et pourquoi qu'à 50 ans, ça a fonctionné et pourquoi tu as voulu aussi écrire ce livre-là? Beaucoup de questions. Okay. Oui, puis ça, c'est... oui, mais c'est parce qu'il y a un fil conducteur qui mène à ça. C'est pour ça que je les ai posés tout ça. C'est clair. À 50 ans, ça a marché parce que j'ai finalement mis en application toutes les leçons que j'avais prises volontairement puis involontairement durant ces années-là. Le livre, il est venu parce qu'une fois que j'ai rencontré mon mari actuel, parce que quand je rencontrais Alex, j'avais 50 ans, ça va faire... C'est pas moi, là. Bien que vous êtes très élégante. Merci, mais c'est pas lui. C'est pas vous. Puis, à 50 ans, quand je rencontrais Alex, j'ai vraiment agi différemment. J'étais allée sur un site de rencontre, ça me tentait pas, mais je me suis dit... Je vais faire les choses comme il faut. Plutôt que d'aller le rencontrer tout de suite, je vais faire un tri de ce que je cherche. Puis si à chaque étape de nos textos puis de notre rencontre au téléphone, ça fait, là, ça vaudra la peine de le rencontrer. Plus loin, parce que sinon, tu rencontres quelqu'un tout de suite, s'il y a de la chimie, et là, il faut tout que tu évalues en même temps. Ouais. C'est trop d'ouvrage. C'est trop d'informations. C'est trop d'informations. Ouais. Puis surtout, ce que j'avais fait sans m'en rendre compte, c'est que pendant ces années-là, j'avais mis à jour mes critères, mes points de repère. Parce que quand tu cherches quelqu'un à l'âge de 50 ans pour partager ta vie, ou après 40, là, tu ne cherches pas avec les mêmes points de repère que quand tu avais 20 ans puis 30 ans, puis tout était à bâtir. Oui. Bien, c'est là où moi, je suis dans la mi-trentaine, puis je me rends compte, puis là, toi, ça a été à 50 ans, mais je me rends compte que pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est que j'ai vraiment su trouver qui j'étais et par la suite, j'ai trouvé ce que je voulais. Puis j'ai travaillé sur moi. J'ai été quelques années à, moi aussi, à pas être capable de peut-être trouver la bonne personne. Bon, ça fait que quelques mois que je suis avec la même personne, mais je me suis jamais senti aussi bien avec une personne. Et ça, je peux l'affirmer. Puis je pourrais le dire pourquoi tout de suite, mais je ne veux pas trop parler de moi, mais c'est là où je confirme que peu importe l'âge qu'on a, ça prend quand même une certaine expérience de vie. Ça prend quand même quelques échecs. Est-ce qu'on peut le confirmer, ça? Parce que, ou du moins... Mais je ne les souhaite pas. Non, c'est ça, mais... Effectivement, parce que l'introspection, c'est nécessaire. Ça vient avec l'âge, puis ça vient avec un recul. Mais avec le temps, si on fait des efforts, parce qu'il y a du monde qui vieillissent puis ils n'en auront jamais de l'introspection. On peut mourir sans introspection. C'est quelque chose qu'on fait volontairement. Et quand on prend des leçons, puis qu'après ça, on les applique dans la réalité, puis que là, on regarde, est-ce que c'est ça que je veux, plutôt que d'être juste emballé sur un feeling, on va mieux. Oui. Oui, un feeling par procuration ou de bonheur qui est éphémère.
Puis dans mes ateliers, parce que je fais des ateliers aussi depuis même avant le livre, parce que je testais le livre un peu avec les ateliers, une chose qu'on regarde, c'est quand on cherche avec nos valeurs, puis qu'on connaît nos valeurs, on fait pas beaucoup d'erreurs. Mais souvent, ce qui est à la recherche, c'est pas nos valeurs, c'est nos besoins non comblés. Ouais. Puis là, quand on cherche quelqu'un pour combler nos besoins, ça c'est jamais une bonne idée. Puis pour pas faire ça, faut se connaître, faut savoir qui on est. Mais est-ce que ça passe aussi par aussi, veux pas, une façon d'être aussi capable de mettre nos besoins? Parce que, tu sais, je comprends, il faut pas uniquement qu'écouter ses besoins, mais trop souvent, je vois des gens qui mettent de côté leurs besoins et c'est quand moi, j'ai mis de l'avant mes besoins que je les ai mentionnés, que je me suis affirmé, que c'est là que, justement, je ne pouvais pas reprocher quelque chose à quelqu'un ou que je pouvais trouver un point d'équilibre, finalement, avec la personne qui partage ma vie. C'est pour ça que le livre s'appelle « Choisir ». Et être choisi. Parce que souvent, dans nos destins, on est bon à choisir, mais on va chercher quelqu'un qui va un peu être toujours là parce qu'on était le train qui passait, puis ça faisait l'affaire. Fait qu'on est toujours un peu en train de chercher l'autre parce qu'il n'est pas là. Ou bien l'inverse, on s'est laissé choisir. Puis quand on se laisse choisir, ben on est là parce que c'était le temps, parce qu'on se conformait, parce que tout le monde autour de nous le faisait. Puis là, on est embarqué dans ce train-là. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand tu sais faire le choix avec lucidité, puis quand tu regardes aussi avec lucidité, est-ce qu'il est en train de me choisir ou si je suis toujours un peu en train de chercher les réponses. Tu sais, là, dans les 48 premières heures qu'on rencontre quelqu'un, 48 heures, ça peut être sur 5 semaines ou ça peut être sur 1 semaine. Tout est là. La manière dont on va être ensemble, c'est le blueprint pour le reste de la relation. Ça va être déjà dicté? Ah oui? Les fondations? Les fondations sont là. Moi, par exemple, quand j'ai fait la première rencontre avec Alex au café, je suis arrivée un petit peu en retard. Il m'a téléphoné. Moi, c'était par exprès, mais j'avais oublié de le dire. Je ne voulais pas être la première arrivée. Il m'appelle, il dit « T'es où? » Ça m'a un peu comme choquée. Puis là, j'ai dit « Je suis au parcomètre. » Ça, là, 11 ans, 12 ans plus tard, c'est encore comme ça. Fait que ça le frustre encore? Ça m'énerve encore quand il m'appelle « T'es où? » Puis j'oublie de lui dire quelque chose que j'aurais dû lui dire et je suis toujours un petit peu en retard par rapport à lui. C'est insignifiant, hein? Mais si on prenait le temps de regarder vos relations ou tes relations avant qui ont été significatives, puis que tu faisais un petit voyage dans le temps et que tu regardais au début c'était comment, puis qu'est-ce qui a marché ou moins marché, apprendre à regarder ça au début avec lucidité, c'est apprendre à choisir puis à voir si on est en train d'être choisi. C'est exceptionnel tout ce qu'on peut voir, qu'on ne voit pas avant d'apprendre à le faire. Je trouve ça beau puis loin de moi de vouloir te vieillir, ma chère, mais ça montre que c'est possible de vieillir amoureux puis de pouvoir le faire de façon saine, en équilibre avec soi, en équilibre avec l'autre. Je trouve que c'est une belle démonstration de trouver à 50 ans l'amour de sa vie. Souvent, on dit c'est à 30 ans, c'est à 25 ans que tu vas trouver l'amour de ta vie, mais c'est encore possible de le faire à 50 ans. Ça fait 11-12 ans, vous avez dit? Oui, absolument. Bien, bravo pour ça. Puis, je sais que vous avez un prochain livre qui va sortir. Oui. Celui-là, de façon peut-être plus courte, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on dresse le portrait d'un peu de ce vers quoi vous allez nous diriger finalement comme réflexion. Choisir et être choisi, c'est un livre que j'ai écrit qui m'a traversé le corps quand je voyais que je donnais des conseils puis que ça marchait. Puis là, je dis, je vais écrire un livre. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui travaille dans les organisations pour aider dans les relations dans les entreprises. Et là, enfin, j'ai écrit « Parler et être écouté ». Et ça, c'est pour améliorer toutes les relations puis influencer les gens autour de nous dans le monde du travail. Les relations de travail, là. Les relations de travail, les relations ailleurs que spécifiquement dans la vie amoureuse. Fait que là, on a tout couvert. Un employé, puis quelqu'un qui a une vie personnelle. Et ça sort bientôt. Et est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent se rejoindre rapidement, mais est-ce qu'il y a un point de rapprochement qu'on peut faire dans les relations autant professionnelles qu'amoureuses, j'ose dire, parce qu'il y a quand même des bases de relations? Très, très bonne question. On parle toujours à quelqu'un, ensuite de quelque chose. Mais dans la vie, on a tendance à parler de quelque chose, ça adonne qu'on le fait à quelqu'un de différent. Fait qu'à qui je m'adresse, ça va changer mon message parce que dans la vie, c'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer.
Écoutez. C'est pas parce qu'on sait communiquer qu'on sait connecter. Puis pour avoir de l'influence, puis pour vraiment bâtir sa vie avec quelqu'un, il faut apprendre à connecter. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un talent naturel, ça s'apprend. Oui. Je pense que vous... en tout cas, moi, j'ai connecté avec vous. Moi aussi. Moi, beaucoup. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, interpellé comme sujet. Merci beaucoup, Sylvie Tifo, d'être passée. Sincèrement, j'ai une merveilleuse rencontre que j'ai eue. C'est mutuel. Merci. Vous connaissez cette chanson, ce phénomène de nostalgie des années 80 qui nous habite tous lorsqu'on entend cette trame sonore Ghostbusters par Ray Parker Jr. C'est Nicolas Vincent Jr. Poirier Senior. Salut. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très content. Phénomène cinématographique qui n'a pas toujours été heureux quand il est question de la franchise Ghostbusters. Est-ce que là, c'est autre chose? Est-ce qu'on revient dans quelque chose de bon, peut-être, pour les fans? Écoute, ce film-ci, c'est le 5e film de la franchise Ghostbusters Frozen Empire. Et pour être franc avec toi, moi, je compare un petit peu la franchise Ghostbusters à celle de Terminator. Dans le sens où Terminator, il y a eu un très grand film. Oui, le premier a été très bon, mais on se rappelle tous du deuxième. Ghostbusters, c'est un peu l'inverse. C'est le premier qu'on se rappelle. Le deuxième, il est quand même très bien aussi, correct. Ouais. Et depuis ce temps-là, on essaie de recréer la magie, un peu comme dans Terminator, mais on n'arrive jamais à y arriver avec Terminator. Ghostbusters, oui, c'est un peu plus réussi quand même que ce qu'on essaie de faire avec les Terminator, mais je te dirais que c'est du gros réchauffé. Ce film-ci, c'est ce qu'on appelle un legacy reboot. Okay? Explique. Un legacy reboot, avant... En 2005, quand le premier film Batman est sorti, on ne comprenait pas le concept d'un reboot, c'est-à-dire qu'on recommence la franchise à zéro avec une nouvelle ligne directrice. C'est un nouvel univers, ni plus ni moins. Exactement, mais en 2005, c'était tout nouveau pour nous. Et maintenant, ce qui est nouveau, le Legacy Reboot, c'est-à-dire qu'on fait un reboot, mais en amenant des personnages de la franchise précédente. C'est-à-dire que, bon, les Ghostbusters de la franchise précédente sont encore ici. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, ils sont de retour comme ils l'étaient dans Ghostbusters Afterlife, mais juste vraiment à la fin qu'on les voit. L'apparition, ouais. Et une des raisons que ça a pris tellement de temps à faire Ghostbusters, parce que sinon, c'est sûr qu'il aurait fait un troisième Ghostbusters au début des années 90. Parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on en parlait de ce film-là. Bien, tout à fait. Mais le gros problème là-dedans, c'est vraiment Bill Murray. Bill Murray qui est considéré comme la vedette, une des très grandes vedettes de la franchise. Et Bill Murray, bon, on le connaît un peu, il n'est jamais sûr de vouloir venir. On ne peut jamais vraiment se fier sur lui, là. Exactement. Et donc, bon, en 2016, on a essayé de faire un reboot de Ghostbusters qui a plus ou moins bien fonctionné. Et vraiment, Afterlife, c'est ce qui a confirmé qu'on était dans la bonne direction. Et moi, ce que j'apprécie de ces deux derniers films-là, et aussi, bon, dans Frozen Empire, c'est que les effets spéciaux, Alex, oui, tu as du CGI, c'est-à-dire des images faites par ordinateur, mais tu as aussi des effets pratiques, comme dans les années 80. Et c'est ce qui apporte un peu de magie. On sent un peu plus de nostalgie avec ça. Quand tu parles des effets pratiques, qu'est-ce que tu veux dire pour les gens, là, peut-être, qui sont moins... Des vrais effets sur place, des effets qui ont été créés avec des choses tangibles. Okay. Et non, dans un ordinateur, on va recréer une explosion. Comme dans les années 80, où, bon, on peut utiliser des maquettes. Donc, on joue avec ces deux façons de faire, de recréer. Bon, et donc, on se retrouve dans un esthétisme qui doit être quand même le fun, qui doit être quand même beau à voir pour le cinéphile. Oui, c'est un beau film à voir. Je te disais, les personnages, je les aime beaucoup. Autant les nouveaux personnages que les anciens qui reviennent, la chimie qu'ils ont ensemble. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de ce film-ci, ce que j'ai moins bien apprécié, mais même à ça, on s'en rend même pas compte. C'est le gros méchant, là, celui qui amène la glace un peu partout, comme dans la bande-annonce. Là, je ne mentionnerai pas trop à propos de ce personnage-là, pour ne pas dévoiler des punchs. Il n'y en a pas vraiment, mais bon, on va dire ça de même. Des punchs, peut-être. Je vois que tu as bien apprécié, mais est-ce que cet humour, parce qu'on va se le dire, c'est quand même ça aussi, Ghostbusters, c'est quand même un humour, c'est quand même un ton qui était un peu sarcastique, un peu pince sans rire dans cette tangente humoristique-là. Donc, est-ce qu'on retrouve quand même quelques bonnes répliques, quelques
aussi, parce que c'est un peu un jeu physique aussi qu'ont les acteurs. Est-ce qu'on peut retrouver tous ces ingrédients-là dans ce film-là? Oui, oui, tout à fait. C'est un film, c'est bien amusant. Je me suis pas garoché à terre à pleurer de rire. C'est pas arrivé du tout, mais c'est agréable. Il y a de l'humour, c'est bien. C'est un bon divertissement quand même. C'est un bon divertissement, mais vraiment, ils ont bien réussi à capturer la nostalgie. Et c'est un film qui n'est pas réalisé par Ivan Reitman. Ivan Reitman, qui est celui qui a réalisé le premier, le 2. Son fils avait réalisé Afterlife en 2021. Ouais. Et tandis que celui-ci, c'est ni son fils ni Ivan Reitman, parce que Ivan Reitman est décédé en 2022. Mais ça lui était dédié, celui-là. Je sais qu'il lui a été dédié. Là. Tout à fait. Mais il était en préparation de faire ce film-ci un peu avant son décès. Donc, c'est un projet qu'il avait approuvé et c'est un des producteurs qui a pris la relève pour réaliser le film, Gil Cannon, qui fait une très bonne job à la réalisation parce qu'encore une fois, les moments de nostalgie, les éléments de nostalgie sont très bien amenés. C'est très beau, mais encore une fois, c'est une histoire qui me fait un peu penser à une émission du samedi matin. Il y avait les dessins animés Ghostbusters dans les années 80-90 et l'histoire de ce film-ci me fait penser un petit peu à ça. Donc, on ne va pas vraiment se rappeler du méchant, ni même nécessairement de l'histoire, mais c'est un bon moment pour la chimie des personnages ensemble et la nostalgie qui est très bien portée à l'écran. SOS Fantôme, l'Empire de glace qui a été numéro 1 au box-office. Toi, tu aimes parler de chiffres très souvent dans cette chronique. Oui. On voit les résultats. 100 millions de budget avec une quarantaine de 60 millions au box-office jusqu'à date, donc 45 au... Donc, on est sûr d'avoir la rentabilité, on fait de l'argent, on arrive premier. Est-ce qu'on va miser là-dessus pour nous en offrir 2 et 3 autres, peut-être? Un deuxième, un troisième, c'est-à-dire? Ça va jamais mourir, cette franchise-là. Ça va jamais ton dépit. Jamais mourir, Alex. Le seul problème, il manque quelque chose. Oui, c'est bien, la nostalgie, c'est très bien porté à l'écran, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il faut quelque chose de plus. Il faut du... du wow. Il faut du wow. Je sens... C'est un peu vide en dehors des personnages et de leur interaction qui est vraiment intéressante, la chimie. Le reste est assez vide. Donc, mais ne vous inquiétez pas à la maison pour ceux qui aiment Ghostbusters. Quand même que celui-ci flopperait, il en ferait un autre parce qu'il y a un potentiel. On ne sait juste pas quand on va y arriver. Un peu comme dans Terminator qui va jamais finir aussi. Il va en avoir d'autres Terminator. Ben, sais-tu qu'est-ce qu'on pourra faire d'abord? Quoi? On se fera notre propre film Ghostbuster. On s'armera de notre balieuse avec une arme et on jouera comme quand on était petit. Moi, j'avais cette tendance-là. Je voyais les films et je me prenais pour un chasseur de fantômes et je prenais ma balieuse et j'aspirais un fantôme qui était dans la maison chez moi, qui était imaginaire. Alors, on pourra se faire ça, pourquoi pas? Un nouveau film, un nouveau tournant. C'est une brillante idée, Alex. Je m'y mets tout de suite après la chronique. Salut. Salut. Ouais. Ça débute ce soir, c'est la 2e saison sur Nouveau de Survivor Québec. Moi, je vais être rivé à mon téléviseur. Elle a d'ailleurs pris part à la saison 1. Elle est avec nous pour nous parler de comment on se sent quand on débarque aux Philippines et tout ça là, avec ce début de saison. Salut Martine Larose. Salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Premièrement, pourquoi on se lance dans une telle aventure? On peut partir de toi, mais tu as pu jaser à d'autres aussi là, qui ont été dans ton année. Là. On est fou un peu, je pense, de vouloir faire ça. Moi personnellement, c'était un rêve, vraiment. Quand ça a parti aux États-Unis, j'ai vu ça et je me dis, mon Dieu, quelle expérience formidable à vivre. Mais c'est surtout le goût de l'aventure, je pense, pour les 20 candidats pour lesquels, dans la première saison, c'était vraiment d'expérimenter, de repousser ses limites, puis de s'embarquer dans quelque chose qui est, mon Dieu, unique au monde. Ouais. C'est, comme tu dis, c'est une expérience de vie, est-ce qu'on peut dire? Vraiment. T'es poussé dans tes derniers retranchements, là. Tu n'es plus la même personne après, est-ce qu'on peut dire ça aussi? Tu peux pas expérimenter ce jeu-là en revenant exactement la même personne parce que tu vas dans des parties de toi que dans tous les jours, dans ton quotidien, tu n'as pas la chance d'expérimenter vraiment pas. Non, le 100 000 $, on va se le dire, sûrement incitatif, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va se dire les vraies affaires. Mais c'est sûr que, tu sais, ça fait, pour tout le monde, ça fait partie du plus à aller chercher, bien évidemment. Mais je te dirais que de poser la question à tous les participants,
c'est pas la motivation première. Non, c'est pas la seule. C'est sûr que tu te mets pas en danger comme ça. Parce qu'il y a trop de risques à ce que tu ne l'aies pas, que plus que tu vas l'avoir, le 100 000. Donc. Mais là, on va voir différentes épreuves tout au long de la saison. Là, puis mettons peut-être aussi en perspective qu'il y a quand même un suivi, un soutien de la production. Je veux dire, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans un sens où sur le plan médical, là, il y a une sécurité quand même qui est là. Énormément. Oui, la production fait un travail vraiment hors pair au niveau de tout encadrement sécuritaire, même si les épreuves sont vraiment d'une grande... C'est vraiment grandiose, là, et c'est très demandant, c'est très difficile, mais tout a été testé, c'est vraiment sécuritaire, et si tu respectes bien les consignes et les règles qui te sont dites au départ, il n'y a pas vraiment de danger pour ta vie. Puis quand on débarque dans une télé-réalité comme celle-là, on va se le dire, aussi, c'est la force du show, c'est les gens, c'est vous autres, la gang qui fait partie, les alliances que vous allez créer. Oui, mais n'en demeure pas moins qu'on vous choisit aussi selon vos types de personnalités, parce qu'on ne peut pas avoir trop des gens du même type, trop des gens avec les mêmes forces. Quand même. Il y a une variété pour écrire une histoire. Parce que si on était tous des gens du même type, ben ça manquerait un peu de piquant, de diversité. Donc oui, ça prend quand même une bonne variété de gens. Et oui, c'est sûr que le but de tout ça est de créer des alliances. Mais alors, encore là, une fois quand tu arrives là, comment tu vas les créer, les alliances? Moi, je me souviens encore, là, dans les jours avant qu'on débarque sur l'île, j'avais mes scénarios en tête, puis je le connaissais très bien, le jeu de Survivor. Mais je peux te dire qu'une fois que tu es rendu sur l'île avec ta tribu, ça devient une autre histoire. C'est sûr. Qui n'est pas nécessairement... Il y a de l'ajustement, puis les scénarios que je m'étais fait, malheureusement, n'ont pas été mis de l'avant. Toujours? Non, c'est pas toujours que ça s'est avéré de la même façon que ça s'est résulté, mais... qu'est-ce qui va attirer ton attention dès les premières minutes là, ou les premiers épisodes, là, toi qui as participé à l'aventure? Est-ce que tu vas surveiller peut-être les participants, les réactions, déjà d'emblée les personnalités? Qu'est-ce qui va retenir ton attention pour toi? Bien, c'est sûr qu'à priori, ça va venir... C'est sûr que ça va remonter certaines émotions, certaines choses qu'on a vécues. Il y a beaucoup d'anticipation, déjà là, à savoir... comment eux vont le jouer, comment eux... Parce que nous, quand on est arrivé là, oui, on connaissait Survivor de la version USA, mais il y a beaucoup... eux autres ont comme la version québécoise qui s'est installée l'année passée, que nous, on a comme un peu défriché. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de précédent, vous avez été les premiers, donc... Vraiment à partir comme un peu le bal. Mais tu sais, ça va être de voir comment les gens vont justement créer les premières alliances, comment les gens vont s'installer. C'est souvent ça qui donne le ton un peu à la... Mais encore là, je me souviens, 24 heures, c'était comme une semaine. Là. Il y a tellement de choses qui peuvent changer en 24 heures. Ça devient vraiment... c'est vite, là, c'est rapide. Tout va très, 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 très vite. Qu'est-ce qu'on voit pas à l'écran? Puis toi, tu as vu après ça les épisodes. Évidemment, tu l'as vécu de l'intérieur, après ça, tu as vu à rebours plus tard. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas gardé, des éléments peut-être que les gens devraient savoir? On est tous un peu voyants, on ne veut pas là, de ce genre d'émission-là. Oui. Bien, tu sais, je te dirais, malgré les alliances, malgré les cachotteries ou l'hypocrisie qui se passait, tu sais, le soir, avant de se coucher, c'était le feu, c'était les chansons et c'était... Une connexion humaine, peut-être? C'était une connexion humaine qui se faisait de gens qui étaient survivants sur une île aux Philippines, puis qui n'avaient rien à manger, mais qui se retrouvaient humainement alentour d'un feu, puis qu'on chantait des chansons, puis c'était comme le bonheur total. Oui. Est-ce que les gens ont tous eu aussi... Est-ce que c'est à un moment donné... d'être éloigné des siens, sa famille, est-ce que c'est ça qui est le bout le plus difficile à un moment donné aussi? C'est ça qui nous rapprochait au feu le soir, où on se disait, tu sais, tout le monde a dû laisser sa famille, ses enfants, son travail, sa vie. Son confort. Exact, oui, tout à fait. Pour venir, fait qu'on vivait en bout de ligne, à la fin de la journée, on se disait, on vit toutes la même chose, au même, différents niveaux, là, mais quand même, on est tous dans un mode survie. Et c'est ce qui vraiment nous tissait un peu serré de dire, on se comprend parce qu'on vit la même chose. C'est toi l'experte, puis je te pose cette question, puis je sais que ça peut tellement être dans les épreuves. C'est une question des fois de timing, c'est une question vraiment de fraction de seconde dans certaines épreuves aussi. Mais qu'est-ce qui définit un futur candidat ou une future candidate gagnant ou gagnante? Est-ce que c'est d'avoir un point d'équilibre entre une force physique et mentale? D'avoir aussi une joute, d'être capable de jouer la joute justement sociale. Est-ce que c'est un peu tout ça que ça prend pour être un candidat idéal à Survivor, se distinguer et gagner ultimement l'aventure?
Bien, se distinguer, je te dirais oui et non, parce que si tu te distingues trop ou tu ressors trop, tu deviens un candidat fort. Donc, tu vas te faire éliminer inévitablement. Donc, tu ne veux pas nécessairement ça. Mais encore là, tu sais, moi, ce que je pense vraiment d'un gagnant, c'est d'être capable d'avoir le moral assez fort pour tenir le coup et passer sous la vague. Tu ne veux pas faire trop de vagues à Survivor. Puis je pense que le gagnant, on l'a vu, tu sais, il a su bien passer en dessous de la vague. Puis quand c'est le temps de mettre tes habiletés de l'avant. Tu sors fort, là. Tu sors fort à ce moment-là. Puis quand il y a des épreuves, c'est sûr qu'au départ, c'est des épreuves d'équipe, mais à un moment donné, une fois que la fusion est passée, c'est des épreuves individuelles. Et là, il faut que tu sois un peu stratégique. Quand l'épreuve va vraiment te mettre de l'avant à avancer, bien, assure-toi de travailler fort pour essayer de la gagner le plus possible. Ouais. On a commencé avec la bande-annonce de cette saison 2 qu'on verra ce soir. Puis j'ai le goût qu'on se quitte avec des petits moments que tu as pu vivre avec ta gang lors de la saison 1. Je trouve ça le fun comme ça de se mettre dans le bain de ce qu'on verra ce soir sur Nouveau. D'ailleurs, invitation aux gens avec ce dimanche de Pâques, à le passer en famille et en profiter pour la première de Survivor Québec. Hey Martine, je vais te réinviter si tu le veux bien dans les prochaines semaines. J'aimerais ça t'avoir avec nous pour nous faire un compte-rendu puis ton retour, une rétroaction sur les différents épisodes. Voilà. Parfait. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette édition de Pour votre information. Je vous invite à pouvoir connecter avec notre contenu sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook en tout temps aussi pour vous faire entendre, faire valoir des sujets et des trucs dont vous aimeriez qu'on traite dans cette émission. Évidemment, je veux remercier plein de gens qui contribuent aussi de près ou de loin au succès de Pour votre information, que ce soit Sophie à la recherche également, Alain à la réalisation, Lucette, il y a également Normand et de même que Daniel aussi qui sont derrière les caméras. Je vais vous remercier de soutenir aussi TV Laval avec notre bingo encore une fois cette semaine. Partie de plaisir, 3 500 $. Vous allez de toute façon être réunis en famille, pourquoi pas, en ce dimanche et 2 300 $ pour la carte pleine. Beaucoup de plaisir en perspective. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, profitez de ce long week-end et on se retrouve très bientôt.